Bonjour à tous, c'est parti pour cette deuxième vidéo du cours sur la vie en société. Je vous rappelle que la question qu'on a posée dans la dernière vidéo, c'était « Pourquoi vit-on en société ?» et qu'on y a apporté une première réponse, à savoir que le lien social, ou le lien entre les hommes, était motivé par le besoin, par la nécessité de satisfaire nos besoins. À présent, on peut se demander, on se demandera pendant un petit moment, est-ce qu'il n'y a pas d'autres liens entre les hommes, d'autres forme de lien que le seul besoin, ce qui veut dire aussi, est-ce qu'il n'y a pas entre les hommes d'autres formes de lien que l'intérêt personnel? Ce qu'on va essayer de voir à présent, c'est qu'il y a un autre lien, ce lien qu'on va appeler donc un désir de sociabilité. Donc, après le besoin, le désir de sociabilité. Je repose ici dans ces diapos donc la question, y a-t-il d'autres motifs qui poussent les hommes à vivre en société? Et j'annonce que pour aborder ce désir de sociabilité, je vais me référer à un philosophe écossais qui est très très important, qui s'appelle David Hume. Ça s'écrit Hume, mais on prononce Hume. Je vous ai mis son portrait ici. Il a un petit air d'Alfred Hitchcock. Ce que vous avez à savoir en classe de terminale à propos d'Hume, c'est qu'il s'agit d'un des fondateurs de l'empirisme, le premier empiriste étant John Locke au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, mais Hume est peut-être l'empiriste le plus célèbre. Et la seule chose à retenir, et encore, c'est pas absolument nécessaire pour le bac, est que l'empirisme est une philosophie qui considère que toute connaissance vient de l'expérience. Ça, c'est pour l'histoire de la philosophie. Si vous continuez vos études en philosophie, vous aurez l'occasion d'aborder ce point-là beaucoup plus longuement. Je passe maintenant à la lecture du texte qui va nous informer sur le désir de sociabilité. Allons-y. Dans toutes les créatures qui ne font pas des autres leur proie, et que de violentes passions n'agitent pas, se manifeste un remarquable désir de compagnie qui les associe les unes les autres. Ce désir est encore plus manifeste chez l'homme. Celui-ci est la créature de l'univers qui a le désir le plus ardent d'une société. Il y est adapté par les avantages les plus nombreux. Nous ne pouvons former aucun désir qui ne se réfère pas à la société. La parfaite solitude est peut-être la plus grande punition que nous puissions souffrir. Tout plaisir est languissant quand nous en jouissons hors de toute compagnie, et toute peine devient plus cruelle et plus intolérable. Quelles que soient les autres passions qui nous animent, orgueil, ambition, avarice, curiosité, désir de vengeance ou luxure, le principe de toutes, c'est la sympathie. Elle n'aurait aucune force si nous devions faire entièrement abstraction des pensées et des sentiments d'autrui. Faites que tous les pouvoirs et tous les éléments de la nature s'unissent pour servir un seul homme et pour lui obéir. Faites que le soleil se lève et se couche à son commandement, que la mer et les fleuves coulent à son gré, que la terre lui fournisse spontanément ce qui peut lui être utile et agréable. Il sera toujours misérable, tant que vous ne lui aurez pas donné au moins une personne avec qui il puisse partager son bonheur, et de l'estime et de l'amitié de qui il puisse jouir. Tout d'abord, je voudrais vous apprécier un peu la beauté de ce texte, et aussi son humour. L'humour n'apparaît pas forcément explicitement, mais si on examine correctement la dernière étape du texte, à partir de faites que tous les pouvoirs et tous les éléments de la nature s'unissent pour servir un seul homme et lui obéir, donc à partir de là, vous remarquez que finalement Hume fait une sorte de fiction sur un homme seul qui commanderait à la nature, qui aurait toute puissance sur la nature. Pourquoi il y a beaucoup d'ironie là-dedans? Parce que cet homme seul, c'est Dieu, tout simplement. Et Hume est en train de dire, dans toute la fin du texte, qu'est-ce que Dieu doit s'ennuyer s'il est tout seul? Peut-être même que c'est par ennui qu'il a créé l'homme. Ça, c'est une interprétation un petit peu hérétique, mais je passe là-dessus. C'est pas l'essentiel à retenir du texte. L'essentiel, on va le voir plutôt dans la partie centrale, qui se trouve par là. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Encore une fois, je vais pas faire l'analyse détaillée du texte. D'une part, alors je vous rappelle que dans les études de texte, vous devez dégager le problème, c'est-à-dire la question à laquelle répond un texte. Or, la question ici, c'est pourquoi vivons-nous en société?
la question même qu'on a posée, tant mieux. Et d'autre part, on va retenir la thèse que pose Hume, la thèse que j'ai qualifiée de forte ici. Il y a chez l'homme un désir de sociabilité. Pour reformuler cette thèse, je vais utiliser des expressions un petit peu techniques. Je vous dirai, donc, la vie en présence des autres, c'est ce que je vous dis ici, la vie en présence des autres n'est pas seulement utile, elle est une fin en soi. Alors, sans même connaître ces deux termes, ces deux expressions que je vais expliquer tout de suite, vous sentez bien que la vie en présence des autres est utile, renvoie à la première thèse, à la thèse de Spinoza. C'est-à-dire que, si nous vivons avec les autres, ça nous est utile pour satisfaire nos besoins. Par contre, ce que nous dit Hume, c'est que la présence même des autres est un but en soi-même. Alors là, je crois qu'il faut faire une petite mise au point sur les termes de utile et de fin en soi. Je le fais dans la diapo suivante. Dans cette diapo-là. Donc, j'ai mis mise au point conceptuelle, être utile et être une fin en soi. On va faire cette distinction. Donc, cette distinction, elle est posée par Aristote, dans son recueil notamment de la métaphysique et puis aussi de l'éthique à Nicomaque. Donc, qu'est-ce qu'on appelle utile? Je le dis dans le petit 1, donc ce qui est utile et ce qui sert à autre chose. C'est tout bête. Et l'exemple que j'aime bien prendre, l'exemple que je vous demande de retenir pour vos dissertations, c'est tout simplement l'exemple du médicament. Est-ce qu'on prend un médicament pour le plaisir, parce qu'il a bon goût? Certainement pas. On le prend pour atteindre la santé, pour être en bonne santé. Donc le but du médicament, c'est la santé. En d'autres termes, le médicament est utile pour la santé. Et j'ajoute, la santé elle-même. La santé elle-même, on l'a pas pour le plaisir. C'est vrai qu'on peut on peut être heureux de se sentir en bonne santé, mais la santé est utile. Pourquoi? Alors, c'est peut-être arbitraire, on peut discuter, mais la santé est utile pour être heureux. Alors, pourquoi j'ai mis pour être heureux? Être heureux, ça renvoie forcément au thème du bonheur. Or, le bonheur, eh bien, c'est ce qu'on appelle une fin en soi. Alors, pourquoi? Là, il y a un point assez subtil, un point qui, en général, échappe, avant tout, aux élèves de terminale. Parce qu'il faut avoir bien pratiqué la philosophie pour, on va dire, maîtriser ce concept. Donc, le concept de fin en soi, ou l'expression fin en soi, désigne ce qui est à soi-même son propre but. Là, c'est une formule un petit peu bizarre, c'est la formule d'Aristote. Mais, comment on peut expliquer ça? Eh ben, on peut dire que ce qui est une fin en soi, c'est un but qui n'est pas utile à autre chose. Un but ultime pour lequel nous agissons. Et l'exemple que je vais prendre, finalement, il n'y a pas tant que ça des fins en soi. L'exemple que je vais prendre, c'est celui du bonheur. Et comment expliquer ça? En disant que tout est utile au bonheur. Le bonheur est un aboutissement qui n'est pas utile à autre chose. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Excusez-moi. Cela veut dire que tout ce que l'on fait, c'est pour atteindre le bonheur. Si l'on travaille, si l'on agit, si l'on cherche à être en bonne santé, si l'on cherche à satisfaire nos besoins. Mais lorsque l'on est heureux, est-ce que ce sentiment de bonheur, ou cet état de bonheur, est utile pour autre chose? Eh ben non. Finalement, le bonheur est un sentiment de plénitude. Il ne manque de rien. Nous ne manquons de rien. Et donc le bonheur est ce qu'on appelle une fin en soi. En d'autres termes, il n'est pas utile à autre chose. Voilà la distinction, donc entre utile et fin en soi. Et ce que dit Hume, puisque je reviens à la diapo précédente, eh bien c'est que la présence des autres est une fin en soi. Alors, à quoi on voit ça? Je vais sauter un petit peu le paragraphe numéro 3 pour aller au numéro 4. Finalement, on voit ça à tous ces moments que l'on passe avec les autres et où finalement on partage quelque chose et ces moments sont des moments de bonheur qui sont des fins en soi et au cours desquels on ne manque de rien. Par exemple, le bavardage, quelque chose que les élèves connaissent bien. Finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on bavarde? On parle de tout et de rien. Et on est heureux de parler de tout et de rien. Et pourquoi on parle de tout et de rien? Parce que, tout simplement, on est en présence des autres. Et donc, cette présence des autres nous fournit quelque chose, une sorte de bonheur, quoi, ou d'instantané, de bonheur instantané, qui ne réclame rien d'autre chose et qui donc est une fin en soi. Je passe maintenant au concept très important du texte. Ce concept, c'est celui de la sympathie. Alors, chez Hume, il désigne, et ça je vous demande de vous en rappeler, la capacité d'éprouver ce qu'éprouvent des autres. Ce qu'éprouvent les autres, excusez-moi.
On pourrait remplacer le terme de sympathie par le terme d'empathie. Finalement, ces deux mots sont absolument synonymes. Et donc, on comprend pourquoi, finalement, la vie avec les autres est une fin en soi. C'est parce que nous éprouvons de l'empathie pour les autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que l'on éprouve, finalement, est confirmé, est accru, est augmenté par les sentiments des autres. Lorsqu'on va au cinéma et qu'on apprécie un film, c'est beaucoup mieux de l'apprécier à deux. Lorsqu'on va au concert pour écouter de la musique, c'est beaucoup mieux de l'apprécier à deux ou à plus de deux. Alors pourquoi? Parce que les sentiments que l'on éprouve, finalement, on les éprouve avec les autres, et les autres sont le miroir de nos sentiments. Du coup, les autres, à la fois nous confirment que l'on éprouve bien nos joies, et en plus de ça, ils augmentent notre joie, puisque on éprouve ce qu'ils éprouvent eux-mêmes. Alors je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, l'idée centrale de Hume, c'est que finalement, c'est parce que nous éprouvons de la sympathie ou de l'empathie pour les autres que la vie en société est absolument indispensable. Je passe maintenant à ce qu'il faut retenir du texte. Donc, remarquez que la thèse de Hume est différente de celle de Spinoza. Attention, elles ne sont pas opposées. C'est-à-dire que on peut éprouver de l'empathie ou de la sympathie pour les autres, et en même temps, il est possible que les autres puissent nous permettre de satisfaire nos besoins. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en tout cas que le besoin n'est pas le seul motif de la vie en société. Deuxièmement, nous aimons la présence des autres, la simple présence des autres. Pourquoi? Parce que cette présence nous confirme dans ce que nous éprouvons. Et les exemples qui nous montrent que nous aimons la présence des autres, pour elles-mêmes, que la présence des autres est une fin en soi, ce sont des exemples, comme je disais, le bavardage, la conversation, le partage des goûts artistiques et culturels. Donc ces exemples confirment la thèse de Hume. Alors, à retenir de ces deux premières vidéos, je vous rappelle qu'on posait le problème de pourquoi vivons-nous en société, et nous avons déjà deux réponses, ce sont deux hypothèses. Première réponse, pour satisfaire le besoin. Deuxième réponse, parce qu'il y a en nous un désir de sociabilité. Dans la prochaine vidéo, on abordera la question des problèmes que pose la vie en société et la cohabitation avec les autres hommes.